Et bonjour tout le monde. Et comme chaque lundi, je vous dis un bonjour lundi. Vous me voyez pas, mais là je lève les bras au ciel, je suis très contente. Déjà parce qu'il fait beau, enfin, là au nord de l'Écosse, enfin, on peut dire qu'enfin le printemps arrive. Ah, ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est un très bon lundi. Du coup, je suis donc très contente de vous faire cet épisode de podcast, même si le sujet va être un peu plus lourd que d'habitude. Mais je pense que c'était hyper important d'en parler car j'ai eu pas mal de questions à ce sujet et je me dis, mais il faut vraiment que je vous en fasse un épisode de podcast. Vous êtes super nombreux et nombreuses à vous questionner sur vos atypies et je vous avais déjà fait un épisode sur à quel point c'est légitime de se questionner sur soi. Point. En fait, il n'y a pas de débat. Des fois, il y a des gens, ils se pensent pas légitimes à se poser des questions sur soi. Mais d'où D'où, bien entendu que si. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que vous êtes légitime à vous questionner sur vous-même. Ça n'engage absolument personne. Vous n'obligez personne. Vous faites du mal à personne. Enfin, je veux dire, ça ne regarde personne. Voilà, tout simplement. Donc, sentez-vous légitime déjà à vous questionner. Enfin, je trouve ça dingue en fait qu'on soit obligé de vous dire que vous êtes légitime à vous poser des questions sur vous-même. Vous vous rendez compte à quel point vous avez été peut-être conditionné dès tout petit ou encore aujourd'hui, à dire chut, chut, genre ça dérange. Mais ça dérange qui en fait? Ça dérange qui? Donc voilà, ça c'est, je reviendrai pas là-dessus. Vous êtes légitime à vous poser des questions sur vous et donc à vous questionner à savoir si oui ou non vous avez un profil atypique. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. En général, et ça, on fait ça pour tout. D'ailleurs, par exemple, je ne sais pas si demain vous avez des boutons bizarres sur votre main, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas de suite appeler votre médecin. Vous allez regarder sur Internet. Alors, positivement ou négativement, on est d'accord, il y a de tout. Mais en fait, en première intention, souvent on va regarder sur Internet. On va peut-être demander sinon à des amis qui sont un petit peu dans le domaine médical, leur avis, enfin voilà. Manière de se rassurer, on va peut-être attendre un petit peu, voir s'il y a toujours ces petits boutons. Et puis, potentiellement, là, à un moment donné, on va dire, bon, quand même, je vais appeler le médecin pour avoir son avis. Et c'est bien normal. Donc, c'est un petit peu pareil quand on s'intéresse aux atypies. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet. Donc là, il y a de tout. Voilà. Hein. Donc, je ne pourrais que vous conseiller de regarder, bien sûr, mon travail. Ça va de soi, mais pas que. Et je peux aussi vous conseiller d'aller voir des gens qui partagent des choses totalement différentes de ce que je fais, qui ont peut-être des points de vue totalement à l'opposé. Et je trouvais ça normal, en fait, encore une fois, parce que ça vous permet aussi peut-être d'aller dans un sens, d'aller dans l'autre, et finalement de choisir la direction qui vous convient le mieux. Et donc, vous allez regarder, vous allez lire, vous allez écouter des podcasts, vous allez regarder peut-être sur les réseaux sociaux, sur des sites internet, que sais-je. Et vous allez voir si ces petits boutons, c'est-à-dire ces questionnements, hein, voilà, ces questionnements sur vous-même restent. Des fois, ils partent, en fait, comme c'est venu, et puis finalement, c'est une non-question, en fait, un non-sujet, un no-brainer, comme on dit en anglais. En fait, ça va partir comme c'est venu, et vous passerez à autre chose. Et puis, c'est OK. Et puis, parfois, elles restent longtemps, un peu trop longtemps. Et ça vient vous chatouiller, c'est-à-dire que ces petits boutons, maintenant, ils grattent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a plein de possibilités. Il faut savoir que soit vous vous sentez vraiment mal, c'est-à-dire que ces questions amènent une souffrance. Et là, je l'ai toujours dit, on ne se cache pas derrière potentiellement une atypie pour expliquer une souffrance. Quand il y a une souffrance, il y a besoin de consulter. Il y a besoin de consulter un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychiatre, et d'en parler. Parce que peut-être que ça renvoie à des traumas, peut-être que ça renvoie à des choses qui sont trop compliquées et qu'on a besoin d'être entouré, d'être soutenu, d'être accompagné à un moment T de notre vie, à un moment où on se sent vulnérable. Et ce n'est pas parce que vous êtes vulnérable à un moment T de votre vie que vous êtes une personne faible. Et ça, c'est hyper important de le redire. Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont des personnes qui sont assez sensibilisées au sujet de la santé mentale, mais je préfère quand même le redire parce que je ne sais pas qui va écouter cet épisode. Mais en fait, il n'y a aucun mal à être vulnérable. Même si la période vous semble longue, même si vous avez la sensation que le monde continue à tourner sans vous, que le train avance sans vous, que vous n'avez qu'une envie, c'est de rester à la gare et que vous n'avez même pas la force de rentrer dans le train, c'est ok. Par contre, ne restez pas seul. Ça arrive à tout le monde. En fait, dans toute une vie, imaginons que la moyenne d'une vie, ça soit 90 ans. Ouais, voilà, je dis 90. En 90 ans, il y a forcément des moments difficiles, voire très, très difficiles. Et en plus, il y en a souvent plusieurs. Donc, vous êtes peut-être juste dans une de ces périodes. Et peut-être que cette période, elle dure depuis trop longtemps. Je vous renvoie quand même à un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est Votre cerveau vous veut du bien du docteur Anders Hansen. Je vous en avais déjà parlé aux éditions Jouvence,
qui explique un peu comment fonctionne le cerveau. Je vous fais une petite parenthèse dans la parenthèse, mais je trouve intéressant de rappeler que le cerveau, en fait, lorsqu'il va mal pendant trop longtemps, il ne sait plus comment aller bien. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, alors, je ne saurais pas bien le dire d'un point de vue scientifique et médical, c'est clairement pas mon domaine de compétence, donc je suis désolée pour les personnes qui sont hyper tatillonnes sur ce sujet parce qu'elles en sont expertes, je vais peut-être vulgariser énormément, mais mon but c'est d'amener les gens, et ça, si je vous explique ça, c'est d'amener les gens à demander de l'aide. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va produire des hormones pas forcément très positifs, pas forcément des hormones du bonheur, quoi, entre guillemets. Hein, ça va pas être oufissime. Et que plus il produit des hormones qui, en fait, vous maintiennent dans un état d'esprit plutôt négatif, et plus il sait produire ces hormones-là, et moins il sait produire les hormones qui vous font du bien. C'est pour ça que, notamment dans la dépression, il est utile, parfois, de réhabituer le cerveau, et donc d'être sous médicaments à un moment T de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on passera toute sa vie sous médicaments, mais parce que il faut aider le cerveau à refaire son travail, en fait, correctement. Et c'est pour ça que certaines personnes qui attendent trop longtemps pour demander de l'aide se retrouvent en difficulté, parce qu'en fait, elles s'enfoncent. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire que c'est pas parce que vous êtes, en fait, faible que vous devez aller consulter quelqu'un. C'est parce que vous en avez besoin à un moment T. C'est pour ça que je vous reprends cet exemple des boutons sur la main. Si ces boutons, en fait, il y en a de plus en plus qui vous grattent et que ça devient de plus en plus important, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, je suis faible, je ne dois pas aller voir le médecin ». Non, vous allez dire « Ok, là, c'est un problème que je n'arrive pas à gérer seul, vous allez consulter quelqu'un pour vous aider. » Et une personne compétente. C'est la même chose pour la santé mentale. Donc, voilà, je vais fermer la parenthèse, mais si ces questionnements sur vous-même vous amènent beaucoup de souffrance, allez consulter un professionnel de la santé mentale. Voilà. C'est vraiment, vraiment un message important que je voulais faire passer. Cependant, il y a aussi des questionnements qui ne nous mettent pas forcément mal, qui ne nous mettent pas forcément en souffrance, mais qui quand même nous prennent la tête, qui rebondissent dans notre tête, qui vont de droite à gauche sans arrêt comme ça, et on se dit « Oh là là, je peux pas rester avec ça, je peux pas rester avec ça, j'ai besoin là de savoir ». Et là, il y a plusieurs possibilités, encore une fois. Vous savez, moi, j'aime pas les généralités, je pense que tout le monde est unique et qu'il y a autant de chemins que de personnes possibles. Donc, il y a des personnes qui vont avoir besoin de creuser un peu plus, de lire un peu plus, et en fait, ça va suffisamment les apaiser. En écoutant des podcasts, des livres, en fait, ils se sentiront en fait moins seuls, entendus, compris, faire partie d'un tout, de quelque chose qui va tellement les rassurer qu'en fait, ça va leur suffire. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ok, et ils continueront leur vie. Et puis d'autres, ou non. C'est pas possible. Ils ont besoin de regard extérieur, ils ont besoin de quelqu'un qui légitime ces questionnements, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur permettre d'aller au fond des choses. Ils vont avoir besoin d'une personne qui sera suffisamment apte, en fait, à leur apporter des réponses plus fines sur l'analyse d'eux-mêmes. Et c'est ok aussi. Il n'y a pas de meilleur chemin si ce n'est celui que vous avez envie d'emprunter à un moment T de votre vie. Parce que ça aussi, ça dépend de plein de choses et plein de facteurs, environnementaux notamment. Donc, vous allez pouvoir effectivement consulter. Et là, je vous renvoie vers mon annuaire qui est soit en story à la une sur Instagram, soit sur mon site internet. Donc, c'est un annuaire de professionnels que j'ai formé. Donc, vous avez de tout comme accompagnant. Il y a des psys, il y a des coachs, il y a des sophrologues, il y a des thérapeutes, il y a vraiment de tout, donc ça dépend de votre problématique et de votre besoin. On ne va pas voir en fait pour la même problématique un métier ou un autre. En fait, ils sont tous complémentaires ces métiers. Je ne sais pas pourquoi des fois j'ai la sensation qu'il y a une sorte de guéguerre entre ces métiers, mais personne ne tire la couverture à personne. En fait, il y a assez de couverture pour tout le monde, voilà, c'est où je le dis. Et puis surtout, c'est pas le même travail en fait. Donc ça dépend quel genre d'accompagnement dont vous avez besoin, tout simplement. Donc il y en a qui vont avoir besoin d'aller trouver une personne pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir échanger, pour mieux se comprendre, pour pouvoir être accompagnés dans la compréhension d'eux-mêmes. Et puis, il y a des gens qui auront besoin aussi d'un diagnostic officiel. Donc ça, c'est encore autre chose, puisqu'effectivement, pour poser un diagnostic officiel, il n'y a que les psychiatres, les médecins qui peuvent le faire. Par exemple, si vous avez besoin pour le TDAH ou le TSA, si vous voulez le tampon officiel, alors je parle d'un tampon, mais c'est pas un tampon, mais qu'on se comprenne, c'est-à-dire vraiment officiellement écrit noir sur blanc que vous avez effectivement tel ou tel trouble, parce que ça s'appelle des troubles, puisqu'effectivement ça relève de la médecine en fait.
Dans ces cas-là, il faut voir avec une personne suffisamment compétente. Et souvent, on me pose la question, est-ce que j'ai des personnes à proposer ou non? Eh bien, c'est non. Je le dis sans méchanceté, mais c'est vrai que je ne suis pas non plus les pas jeunes, en fait. C'est pas méchant, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je peux vous proposer un annuaire de personnes, de professionnels, mais si il n'y a pas dans l'annuaire, en fait, c'est par vous-même qu'il faut chercher. Vous pouvez chercher soit pour demander des fois à votre généraliste, soit si vous êtes suivi par un psychologue, des fois, en fait, localement, ils se connaissent et ils peuvent renvoyer vers un collègue compétent, tout simplement. Et ou soit auprès des associations. Il y a aussi beaucoup d'associations sur votre quartier. Si vous regardez sur internet, association, je sais pas moi, HPI, association TDAH, enfin voilà, vous pouvez potentiellement trouver en fait des contacts intéressants. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais développer, c'est que quand on a fait tout ce parcours, c'est déjà, on a compris, déjà se légitimer de poser des questions sur soi, se légitimer de creuser le sujet, se légitimer d'appeler un professionnel, se légitimer de parler à ce professionnel. C'est tout un parcours et c'est vraiment pas rien. Et puis il y en a donc qui auront besoin de faire des passations de tests. Donc je le rappelle, il n'existe pas un test pour toutes les atypies. Ce n'est pas possible. En fait, chaque atypie a son propre questionnaire, sa propre balise de test et sa propre analyse. Et souvent, donc, vous avez un professionnel spécifique pour chaque atypie. Donc, souvent, ils sont quand même, enfin, en tout cas pour certains, formés à de multiples atypies, ce qui leur permet d'avoir un regard large. Mais c'est pas toujours le cas parce que c'est compliqué, c'est complexe, et c'est ok parfois de se spécialiser sur une en particulier et de passer le relais pour les autres. Du coup, c'est des frais engagés, c'est sûr. Donc, niveau énergie, niveau temps et niveau argent, c'est un investissement que tout le monde ne peut pas faire. Je conçois très bien ça. Je sais qu'il y a tout un débat. Est-ce que ça devrait être remboursé, pas remboursé? Je trouve que c'est très compliqué de creuser cette question-là. Et je laisse à chacun de faire sa propre analyse et ses propres observations. Mais je comprends que tout le monde ne peut pas être réceptif à ça. C'est pour ça qu'il y a notamment, par exemple, les CRA, donc c'est les centres ressources autisme, qu'il y a aussi des psychiatres où c'est remboursé, mais les temps d'attente sont très longs, et ça c'est vrai. Bref, donc c'est un peu le parcours du combattant, on est d'accord. Sauf que du coup, les gens, ils ont l'attente qu'une fois qu'ils ont le résultat, il y a un soulagement. Ils se disent, après tout ce que j'ai vécu, après toute cette attente, tout cet investissement, tout ce chamboulement émotionnel, je ne m'attendais pas à ça. Et ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont témoigné ça, de la difficulté de faire face justement au après. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et donc j'avais très envie de vous dire qu'effectivement, c'est pas du tout un soulagement. En tout cas, pas pour tout le monde. Parce que, imaginons que vous le soyez pas, que finalement on vous dit que ça ne vous concerne pas, il y a un peu cette crainte du retour à la case départ. Genre, ok, si c'est pas ça qui explique un fonctionnement, une difficulté, c'est quoi? Et c'est un peu retour à la case départ, donc ça peut être décevant, très décevant et douloureusement décevant. Donc ça, je pense que être accompagné à ce moment-là, ça peut être très important. Mais c'est pas totalement un retour à la case départ. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que vous avez annulé certaines possibilités et que c'est ok en fait. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Ou peut-être que, et je l'ai déjà dit dans un de mes épisodes de podcast sur la double exceptionnalité, parfois ça se voit pas bien. Et selon le professionnel qui n'est pas forcément peut-être compétent, si je prends le cas, et qui est c'est souvent le cas pour les personnes HPI TDAH, le HPI camoufle le TDAH, mais le TDAH peut effectivement aussi camoufler le HPI, parce qu'on n'a pas les centres entrequis, donc la personne elle n'est pas en capacité de voir que ça peut être lié à un TDAH, donc elle se dit la personne elle n'est pas HPI, point. Alors qu'en fait elle est bien HPI et TDAH, donc il y a des loupés. Bon, c'est normal, ça, les professionnels ça reste des êtres humains, on peut tous se louper parfois, voilà. Mais on est d'accord que ça peut être compliqué. Moi je pense que l'essentiel c'est pas tant l'étiquette en soi, c'est pourquoi ça vous intéresse de savoir. Et peut-être que, dans un premier temps, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, de vous concentrer peut-être sur le pourquoi par rapport à la cause. Et donc de travailler le pourquoi pour aller mieux, au lieu de s'intéresser à la cause. Voilà, peut-être que la cause reviendra plus tard, mais peut-être que l'essentiel n'est pas là. Et pour les personnes pour qui le test valide le questionnement de départ, que ce soit HPI, TSA, TDAH, vous avez compris, il n'y a pas non plus un soulagement. En tout cas, pas toujours. C'est assez commun de se dire mais je fais quoi maintenant, et que ça remette beaucoup de choses en question, que ça chamboule émotionnellement, que ça fasse écho à plein de choses. Il y a comme parfois je dirais un deuil à faire
il y a un peu la sensation qu'on découvre une nouvelle part de soi. Et si c'est votre cas, j'ai envie de vous rassurer en vous disant c'est pas le cas. En fait, vous êtes toujours vous-même. On a juste mis un mot sur un fonctionnement qui a toujours existé en fait. Et ce qui est intéressant, c'est un peu comme... alors je vais faire un parallèle un petit peu peut-être maladroit. Les dénis de grossesse. En fait, la personne, quand on lui dit qu'elle est enceinte, elle n'est pas enceinte d'un coup là. Elle est enceinte depuis un petit moment. Et d'un coup, souvent, il y a des témoignages qui expliquent qu'une fois que la personne le sait, le ventre sort. Ça y est. C'est un peu ça. Si pendant toute votre vie, vous n'avez pas su que vous étiez atypique et que vous le découvrez, et notamment à l'âge adulte, et plus tard c'est, et plus ça peut être complexe, eh bien, il y a un peu ce côté de l'atypie sort. Parce que vous lui laissez plus de place. Parce que c'est comme si inconsciemment, vous étiez prêt à accepter quelque chose, en fait, aussi. Et donc, il y a un deuil, effectivement, qui peut se faire d'une certaine manière de la personne que vous avez pensé être. Et donc, ça peut aussi chambouler, oui, c'est vrai, l'environnement, des choix de vie. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'être accompagné par un professionnel, quel qu'il soit. Moi, je sais que je forme beaucoup d'accompagnantes à ça, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire de diagnostic TDAH, HPI, mais c'est pas leur rôle. Le rôle, c'est après d'accompagner, le après en fait, ou même le avant ou le pendant. Et donc, d'être dans cet accompagnement émotionnel et de compréhension de soi en fait. Et ça, c'est très important. Parce que l'étiquette pour l'étiquette ne veut rien dire. 2 personnes HPI ne se ressemblent absolument pas. 2 personnes hypersensibles ne se ressemblent absolument pas. Je vous avais fait un épisode de podcast à ce sujet, mais l'atypie, elle se colore avec qui on est. Elle se colore en fait avec notre histoire de vie, notre éducation, l'environnement, les expériences, les rencontres. Et même vous le voyez en tant qu'être humain, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans et vous ne serez pas la même dans 10 ans. C'est la même chose. Votre ou vos atypies, parce que c'est pas rare d'en avoir plusieurs, évolue avec qui vous êtes. Donc, en fait, c'est important de se dire que j'en fais quoi de l'étiquette ? L'étiquette, en fait, je vais la coller à un endroit qui me convient et je vais la personnaliser. C'est surtout ça. C'est vraiment ça à quoi elle sert. Et puis parfois, on me questionne en me disant, mais est-ce que c'était vraiment pertinent ? Est-ce que ça valait vraiment le coup, finalement, d'avoir cette étiquette ? Je ne peux pas répondre pour tout le monde à cette question, encore une fois. Je suis désolée, mais je trouve que justement, quand on travaille l'être humain, on ne peut pas généraliser. Mais je crois, quand je vois tous les retours d'expérience, que pour beaucoup, ça a été utile. Ça a été utile parce que des étiquettes, en fait, ça serait extrêmement hypocrite de dire qu'on n'en a pas ou qu'on n'en veut pas. Depuis tout petit ou toute petite, des étiquettes, on vous en colle partout. Rien que le genre, la notion de genre est une étiquette, culturellement. Voilà, votre nationalité est une étiquette. Voilà. Dans votre personnalité, si on a dit de vous que vous étiez plutôt timide, réservé, sociable, que sais-je encore, ce sont des étiquettes, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pareil, votre profession reste une étiquette. Voilà. Bref, des étiquettes, on en a. Hein. Ce qui va être important, c'est peut-être de les choisir, en fait, nos étiquettes. Et plus on grandit, plus on s'investit. C'est-à-dire que on se détache du regard des autres et on essaye d'investir les étiquettes qui nous intéressent. On essaye d'évoluer, c'est un petit peu ça aussi le développement personnel. C'est de changer certaines étiquettes qui ne nous conviennent pas pour de nouvelles qui nous conviennent mieux. C'est-à-dire que cette étiquette qui gratte, vous savez, là au niveau des vêtements, en fait vous apprenez à la couper et peut-être qu'il y en a certaines que c'est ok. Bon, c'est la même chose avec les atypies. Possiblement qu'on a dit de vous que vous étiez très susceptible, que de toute façon vous étiez hyper émotif et qu'on ne pouvait rien vous dire, que vous étiez trop fragile. Et ça, ce sont des étiquettes pas forcément très agréables. Et un jour, peut-être, que vous allez découvrir en fait que vous êtes hypersensible. Et que ça n'a rien à voir avec de la susceptibilité, avec de l'hyper-émotivité, que c'est pas ça de l'hypersensibilité, que c'est un haut potentiel sensible. Et là, vous allez découvrir qu'en fait, vous avez aussi beaucoup de caractéristiques positives. Que vous avez une grande empathie, un grand sens de détail, de l'analyse, de l'observation, que vous avez un ressenti du monde qui est totalement différent. Et là, ça prend sens. En fait, tout prend sens. Et ça rassure, ça redonne confiance. Et on s'aligne beaucoup mieux, en fait, sur nos besoins, sur notre vie, en fait, sur les choix qu'on a à faire. Donc oui, ça peut être utile. Mais ça se fait pas d'un coup. Et cette période après-test, elle est normale. Elle est difficile parfois. Et parfois même, elle prend beaucoup de temps. Moi, je le dis souvent, mais quand j'ai su, par rapport à mes atypies, ça m'a mis 2 ans à l'accepter. Et encore, peut-être plus en fait. Parce que pendant 2 ans, je voulais pas du tout en parler.
pendant 2 ans, mon mari le savait, on était déjà ensemble, on s'est mis ensemble assez tôt. Il me charriait un peu comme ça. Et ben, pour moi, c'était infaisable. En fait, c'était pas possible. Ça me dérangeait énormément qu'il m'en parle. Je l'envoyais bouler, quoi. Concrètement, ça m'insupportait. Donc, pendant 2 ans, hein. Et après, j'ai mis un temps d'acceptation. Donc, ça a mis des années, en fait. Ça a mis des années et aujourd'hui, j'en fais mon métier. Mais bon, ça a mis combien de temps, en fait? Ça a mis très, 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 très longtemps. Donc, donnez-vous ce temps-là. En fait, donnez-vous ce temps-là pour savoir quoi en faire. Et c'est possible de mettre ça dans un tiroir, voilà, le compte-rendu du professionnel dans le tiroir, de plus vouloir en parler, de dire bah je sais pas encore quoi en faire, je mets ça de côté. Et peut-être juste préparez-vous à ça en fait, préparez-vous à vous dire que c'est pas parce qu'à un moment donné vous avez la réponse que tout va changer. Non, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette réponse. Et ça prend du temps, voilà. Je le dis souvent, mais en fait, en tant qu'être humain, on oublie qu'on n'est pas comme une machine, en fait. On vit dans un monde où tout va tellement vite, on a une réponse pour tout, on a des choses... Enfin, si demain, je vais aller manger une tomate, je vais l'acheter et je pourrais la manger très rapidement. Maintenant, on nous livre des colis de plus en plus rapidement. Tout est très rapide. Mais en fait, l'être humain, il fait partie, à mon sens, de la nature, d'un tout qui prend du temps. Si demain, par moi-même, je voulais manger une tomate, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre potager, mais planter des semis, c'est très frustrant. Entre tout ce qu'on plante et ce qu'on récolte, il y a une grande différence. Il y a beaucoup de pertes, en fait. Et ça prend du temps d'avoir une tomate bien rouge. Surtout ici en Écosse. Donc, vraiment, laissez-vous ce temps-là, en fait. Octroyez-vous la possibilité juste d'être humain et d'accepter ce que vous voulez en faire. Et ça va évoluer. Mais gardez en tête qu'en fait, on vous a rien appris de neuf. On a juste mis un mot sur qui vous étiez depuis le début. Voilà. J'espère que cet épisode a pu vous rassurer. N'hésitez pas à m'en faire un retour. N'hésitez pas à le partager aux personnes qui peut-être s'interrogent sur la atypie, s'interrogent sur en fait quoi faire de cette passation. Peut-être si des personnes autour de vous vont bientôt passer les tests, leur faire écouter ça peut leur faire du bien et les préparer à autre chose. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle semaine, un très bon lundi. Voilà, bye.